Bonjour, je suis Nicolas de la Fuentot et je vais faire une analyse du discours de Martin Luther King J'ai fait un rêve pour le 20 janvier 2020. Donc le 28 août 1963, Martin Luther King prononce son célèbre discours J'ai fait un rêve où il livre un véritable plaidoyer en faveur de l'égalité des droits entre blancs et noirs aux États-Unis. Ce discours est prononcé 100 ans après l'abolition de l'esclavage et après différentes promulgations de lois comme la proclamation d'émancipation de 1863, le 13e, le 14e, le 15e amendement, le Civil Rights Act de 1866 et 1875. Ces législations ont pour but de tendre vers une égalité de droits entre blancs et noirs américains. Cependant, cet effort pour tendre vers une égalité sera mis à mal par la ségrégation raciale s'installant aux États-Unis. D'abord essentiellement présente au sud, elle va se développer dans une moindre mesure au nord. La ségrégation raciale se développera suite au compromis de 1877 où pour gagner les élections présidentielles de 1876, le parti républicain va devoir composer avec les démocrates. Les démocrates vont accepter de perdre la présidence, mais sous certaines conditions. Ce sera le retrait des troupes fédérales des États anciennement confédérés. Après ce compromis, et aussi avec la concomitance de l'émergence des mouvements suprématistes blancs, tout va partir en couille. Les lois Jim Crow adoptées par le Sud acteront la séparation des Noirs et des Blancs dans les services publics, écoles, bus, trains. Avec la recrudescence et le durcissement des Black Codes, les États du Sud vont s'assurer d'une main-d'œuvre bon marché et qu'un Noir ne pourra pas témoigner face à eux au tribunal. Puis vers 1896, la Cour suprême légitimera la doctrine Separate but Equal. Donc on peut comprendre qu'après la proclamation d'émancipation, après la période de reconstruction, une véritable ségrégation raciale institutionnelle sera mise en place. Ségrégation que Martin Luther King va combattre avec ses amis du mouvement des droits civiques en se servant des médias pour relayer son combat et sa parole. En 1955, avec Rosa Parks. En 1960, lors de la campagne de Birmingham. Ou encore en 1961, avec des sit-ins en Albanie. Martin Luther King, inspiré de son éducation religieuse et par les enseignements du Mahatma Gandhi, va mener son combat avec un seul mot d'ordre, la non-violence la plus totale. Le point d'orgue de son militantisme sera son discours du 28 août 1963 devant plus de 250 000 personnes au pied du Lincoln Memorial de Washington, D.C. Discours à forte teneur symbolique où Abraham Lincoln nous livre une version de l'Amérique dont il aurait rêvé. Donc on peut se demander comment à travers ce discours et quels sont les procédés Martin Luther King va utiliser pour faire retentir son message d'égalité entre blancs et noirs aux États-Unis. Donc on peut comprendre que Martin Luther King, dès le début de son discours, il y a une portée symbolique dans le discours de Martin Luther King qui va décrire les conditions des Noirs et qui va ensuite parler de son rêve et parler de l'utopie, de l'espoir que peut susciter son rêve pour l'avenir de l'Amérique. Donc, au début de son discours, on peut voir que Martin Luther King dit il y a 100 ans en faisant référence au il y a 87 ans d'Abraham Lincoln. Et il va continuer à répéter en disant il y a 100 ans. Il fait clairement référence au discours de Gettysburg d'Abraham Lincoln, où celui-ci souhaite rappeler à l'Union pourquoi ils se sont battus, à savoir pour la liberté, pour l'égalité et contre l'esclavage. En faisant ce parallèle dès son début du discours, on comprend que Martin Luther King souhaite inscrire son allocution dans le même combat, à savoir celui de la liberté, l'égalité et aussi contre la ségrégation. Il veut d'emblée donner la même portée historique et symbolique à son discours. Puis ensuite, il qualifie Abraham Lincoln de grand Américain, d'ombre symbolique. Il va aussi qualifier son acte qui est la proclamation d'émancipation. Dire que c'est un phare d'espoir qui portait une lumière. Donc avec le fait de parler d'Abraham Lincoln, l'un des hommes les plus honorés aux États-Unis, on a la sensation qu'il a envie de dire que si Abraham Lincoln était là, il aurait réprobé la ségrégation raciale ou encore la condition des Noirs actuellement. On voit que dans son discours, il qualifie la condition des Noirs avec des répétitions, disant qu'elle est injuste, marquée par des flammes d'une injustice foudroyante, brûlante injustice, que c'est un constat tragique, une situation honteuse, une condition effroyable, un désert étouffant d'injustice et d'oppression. Par cette répétition de mots péjoratifs pour décrire la condition des Noirs, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est intolérable, que cette condition est intolérable et qu'elle ne devrait pas durer. Et ensuite, on peut voir qu'il fait une métaphore avec un chèque. Il parle de toucher un chèque sans valeur, provision insuffisante. Cette métaphore fait référence à la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique de 1776 où il est dit que tous les hommes sont créés égaux. Donc il dit toucher un chèque sans valeur et provision insuffisante. Et il fait référence à ce texte en disant tous les hommes sont créés égaux,
Mais comme les noirs ne sont pas égaux aux blancs, tous les hommes ne sont pas créés égaux. Donc c'est quand même comme un chèque avec un montant, mais sans signature, parce qu'il n'est pas respecté vis-à-vis des noirs. Mais là, avec ce discours, Martin Luther King extrapole un peu, puisque dans le contexte de la Déclaration d'indépendance, lorsque celle-ci parle des hommes, elle inclut les hommes blancs, mais pas les hommes noirs. D'ailleurs, pour l'anecdote, Thomas Jefferson voulait écrire quelque chose pour interdire l'esclavage, mais comme cela ne faisait pas consensus, ils l'ont retiré. Donc, pour le moment, il y a une petite extrapolation. Puis ensuite, dans tous les textes, on peut voir qu'il va faire référence aux chèques, provisions insuffisantes, mais aussi l'île solitaire de la pauvreté, marge de la société, banque de la justice. Donc, il va faire quand même appel à un champ lexical qui sera lié à l'argent. Avec ce champ lexical qui sera lié à l'argent, ce qu'on comprend, c'est que Martin Luther King essaie de nous dire que la pauvreté est l'un des facteurs les plus importants de l'inégalité ou de la ségrégation raciale aux États-Unis. Puis après, il va parler de la situation un peu actuelle des Noirs et des différents mouvements de pensée qu'il y a, notamment aux États-Unis, mais aussi chez les Noirs. Par exemple, il dit « Ce n'est pas le moment de prendre le luxe de laisser calmer les esprits ni de nous laisser endormir par une approche graduelle. » Dans cette phrase, on peut supposer que Martin Luther King parle aux États qui veulent une approche graduelle des droits civiques pour les Noirs, mais aussi aux partisans de Noirs qui sont pour cette solution. Là, je n'ai pas trouvé de référence dans le contexte même, mais je sais que par exemple, Booker T. Washington est une figure noire qui était pour une abolition graduelle de la ségrégation raciale. Donc, si vous avez trouvé des personnes à qui il s'adresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Puis ensuite, il va aussi parler de « En luttant pour notre juste place, nous ne devrons pas nous rendre responsables d'actes injustes. » Il va aussi dire « Nous ne pouvons pas laisser notre protestation créative dégénérer en violence physique. » Il va aussi faire quelques petites menaces. Il ne faut pas sous-estimer la détermination des Noirs. Ce sera fatal à l'Amérique. Il ne connaîtra ni repos ni tranquillité tant que les Noirs ne jouissent pas pleinement de leurs droits civiques. Donc, pour les deux premières, avec la violence physique, mais aussi les actes injustes que les Noirs ne doivent pas commettre, on peut voir là que Martin Luther King fait référence notamment à Malcolm X, qui était partisan d'une autodéfense chez les Noirs, ou encore du mouvement New Negro, qui après la Première Guerre mondiale, ce sont les Noirs américains qui sont allés combattre lors de la Première Guerre mondiale, avec la condition des Noirs en Europe, mais qui voulaient apporter ces mêmes conditions pour les Noirs. Et ces gens qui étaient pour les New Negro avaient une approche beaucoup plus combative, voire d'autodéfense pour les Noirs. Donc là, on peut dire par là que Martin Luther King fait référence à ces différents mouvements qui sont plus pour l'égalité, mais de manière plus violente. Puis, face à des partisans qui sont pour une égalité des droits de manière graduelle ou d'autres qui sont pour une manière physique, lui, il est plus pour un militantisme merveilleux. Donc, il va bonifier ce qu'il veut. Lui, il est pour un militantisme merveilleux qui vise à ce que les Noirs ne se méfient pas de tous les Blancs et qui vise aussi à ce que les Noirs ne commettent pas d'actes injustes. On parle de souffrance créative. Par cette antithèse, Martin Luther King vise à adoucir sa demande, à savoir dire aux Noirs d'être toujours présents, mais de ne pas répondre par la violence à leur même violence. Puis ensuite, on peut voir que dans tout son texte, il fait appel à l'unité, en ne focalisant pas son discours que sur l'audience noire, mais aussi à l'audience blanche qui l'écoute. Il veut en quelque sorte les rassurer et dire qu'aucune violence ne devrait leur être faite. Il faut aussi savoir que Martin Luther King avait dit que la violence ne serait pas quelque chose d'extrêmement intelligent dans le contexte actuel des choses, sachant que les Blancs avaient plus de techniques, plus d'armes, et que si ils arrivaient à un combat entre Noirs et Blancs, ils pensaient que les Noirs allaient être décimés. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'est pas partisan de la violence physique. Puis, à la fin, il va parler de son rêve. Donc, en parlant de son rêve, il va parler de tout ce qu'on a déjà un peu parlé au préalable. Il va répéter énormément le mot rêve, mais parmi toutes ces anaphores avec j'ai fait un rêve, il y a un paragraphe qui m'a plus plu, qui est celui de j'ai fait un rêve qu'un jour chaque vallée sera levée, chaque colline et montagne sera nivelée, les endroits rugueux seront lisses, les endroits tortueux seront faits droits, et la gloire du Seigneur sera relevée et tous les hommes la verront ensemble. Donc là, on peut voir qu'il a fait appel à différentes institutions, Abraham Lincoln, la déclaration d'indépendance, et aussi maintenant il fait appel à Dieu. Dans tout son texte, il va faire appel à Dieu en parlant de foi, de gloire du Seigneur. Trois piliers honorés aux États-Unis. Mais ce qui m'a plu énormément dans cette phrase, c'est qu'il veut souligner la difficulté d'avoir
une égalité des doigts entre hommes blancs et hommes noirs en disant les endroits rugeux seront lisses ou les endroits tortueux seront droits. Il veut montrer à quel point c'est difficile, mais à quel point il y croit à l'égalité des doigts entre noirs et blancs. Pour conclure, on peut dire que Martin Luther King, pour faire passer son message, utilise une ribambelle de figures de style. Mais la métaphore, la répétition sont celles qui sont le plus présentes dans son discours